il y a quand même, j'allais dire, une hypothèse qui permettrait de faire remonter le linceul de Turin avant 1260. 1260, donc c'est la date la plus basse de la datation Carbone 14. C'est le Codex de Prêt. Le Codex de Prêt, qu'est-ce que c'est? C'est un codex avec des dizaines et des dizaines de feuillets, dont certains qui retracent, qui dessinent des passages de la Passion du Christ. Donc en haut, on voit l'onction du corps. Vous voyez le corps du Christ ici, allongé, et l'onction de son corps. Et en bas, vous avez les trois femmes qui viennent au tombeau. Le tombeau, il est ici, il est vide, et un ange qui désigne le tombeau vide. Donc qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? On voit sur ce dessin que les mains du Christ sont croisées, comme sur le linceul de Turin. Vous voyez? Que le Christ est nu sur cette image, sur ce dessin, comme sur le linceul de Turin. C'est assez rare de voir un Christ nu quand même. En général, il a un pagne, même quand il est mort. Il manque les pouces. Oui, les 2 pouces, donc on n'a que 4 doigts, comme sur le linceul de Turin. Alors ce détail, c'est pas une preuve absolue, puisqu'on retrouve ce détail de 4 doigts dans d'autres dessins qui n'ont pas de rapport. Mais c'est un détail supplémentaire. Mais ce qui est plus important, j'allais dire, c'est ici. On voit donc les 3 femmes qui arrivent au tombeau, le fameux tombeau, ou représentation d'un tombeau, et l'ange qui désigne le tombeau vide. On voit ici, je ne sais pas si vous voyez, donc des sortes de petites pyramides, vous voyez. Et ça correspond au mode de tissage du linceul de Turin, qui est tissé en chevron, comme ça. Ça fait des petites pyramides, comme ça. Premier détail. Deuxième détail. Sous le pied de l'ange, on voit 2 traces de sang. Je les ai mis ici, en plus grand. Et comme vous le savez, les traces de sang, c'est pas ce qui manque sur le linceul de Turin. Mais les détails les plus importants, c'est ici. Donc là, on ne le voit pas bien, ici et ici. Donc je les ai mis en vert. On a une série de petits ronds en L inversé et en P qui n'ont pas d'intérêt artistique pour le dessin. On en voit ici et ici au niveau des ceintures, mais là au milieu du tombeau il n'y a pas d'intérêt. Et ces petits ronds, ils correspondent exactement aux petits trous de brûlure qu'on trouve sur le linceul de Turin et qui ont été faits à une date inconnue. Donc pour moi, le Codex de Prêt est un élément, j'allais dire, presque convaincant pour affirmer qu'une personne a vu le linceul, alors je parle du linceul de Turin, mais à l'époque c'était un linceul parmi d'autres, mais a vu ce linceul et a reproduit certains détails sur ce dessin. Il faut savoir qu'à l'époque, ils n'étaient pas là pour faire des photocopies, comme n'importe quel artiste maintenant. Il a dû voir ou il a entendu parler d'un linceul avec ses différents détails et les a reproduits sur ce dessin. Voilà. Donc au niveau historique, c'est vrai qu'on n'a aucun document fiable qui permette de faire remonter le linceul de Turin avant le Moyen-Âge. Il y a l'hypothèse du Codex de Prêt qui permet de contredire la datation Carbone 14, mais ça ne fait toujours pas de lui un linceul du temps du Christ. Donc est-ce que ce linceul ici sur le Codex de Prêt, le linceul qu'a vu Robert de Clary et le linceul de Turin, pour l'instant, ça reste à l'état d'hypothèse. Hypothèse sérieuse pour moi, mais toujours hypothèse. De toute manière, on reste bloqué. Il faut savoir que le Codex de Prêt date de 1192 à peu près. Donc on est avant le XIIe siècle, avant la date de 1260 du Carbone 14, mais on n'est pas encore au bout. Et c'est où Prêt? Et c'est quoi ce codex? Le Codex de Prêt, c'est un jésuite. Ah, c'est le nom du jésuite qui a découvert ce codex. À partir du moment où on anticipe la date du 44, ça ouvre d'autres opportunités. Bien sûr. Mais on n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que historiquement, il y a des hypothèses. Je vous ai fait voir l'hypothèse de l'image d'Énès. Mais si on s'en tient à cette hypothèse-là, on peut la critiquer. Ce qui fait que si on la critique objectivement par rapport aux documents qui sont fournis, ben on n'arrive pas au temps du Christ. Et dans tous... Alors j'ai fait des recherches. Je vous présente. Je me permets un de mes bouquins. Ça, c'est uniquement pour critiquer l'image d'Énès. J'ai passé des heures à lire les documents historiques. Il y a des linceuls. On en trouve des linceuls. On en trouve des linceuls à Jérusalem même. Hein. Il y en avait un qui était à Jérusalem.
Mais jamais on trouve un linceul avec une image du Christ dessus. Et quand on trouve une image, parfois on trouve un linceul avec une image entière, mais on arrive toujours à trouver une explication, comme je vous disais, pourquoi ce texte a été créé. Parce qu'il y avait un contexte particulier fait par des personnes qui avaient un but particulier. Donc on n'a aucun élément sûr et certain historique. Et il y a des gens qui disent qu'il y a des traces. Après Constantinople, il a été à Athène un moment. C'est une hypothèse. Il n'y a pas de Il y a une hypothèse là-dessus, sauf que vous parlez d'une certaine lettre qui a fait l'empereur, sauf que cette lettre, la plupart des historiens la déclarent comme fausse. Vous voyez? Mais pareil, la datation 44, elle est juste, elle est fausse. Parce que si, on y revient. On en revient. Et l'image avec les femmes qui visitent le tombeau, c'est une hypothèse aussi? Oui, il y a des détails, comme je vous ai fait voir, ces fameux trous qui correspondent, pour moi c'est assez flagrant, ça correspond vraiment aux trous de brûlure qu'il y a sur l'instant de Turin. Mais voilà, ça n'a pas plus d'explication que ça. Et le suaire de Manopello en Italie, ça serait le suaire de Véronique? Alors, je rentre pas là-dedans, parce que sinon il faudrait 6 heures pour... Alors là, je vais continuer, on en discutera peut-être un peu après. L'affaire du carbone 14. Alors, pour le carbone 14, comment ça se déroule? Normalement, on prélève un échantillon d'un élément qu'on veut dater. Cet échantillon, il doit être composé de la même matière, avoir la même densité, et surtout être nettoyé de toute matière extérieure. D'accord? Un exemple. On veut savoir si j'ai la grippe, par exemple. On fait un prélèvement sanguin. On admet que le petit échantillon de sang représente tout le sang qui est à l'intérieur de mon corps. D'accord? Donc ça, il faut bien l'avoir en tête pour la suite. Donc, en 1984 et 1987, le Sturp, qui connaît très bien le linceul de Turin, puisqu'il l'a étudié en 1978, propose un nouveau protocole, puisque finalement, en 1978, on a eu plus de questions que de réponses par rapport à la nature du linceul. Donc, le Sturp propose 26 nouvelles analyses, dont une qui est la datation au carbone 14. Mais pour eux, on ne peut pas faire la datation sans faire les autres analyses. On ne peut pas prélever un échantillon sans l'avoir analysé chimiquement, sans avoir étudié le linceul, savoir où on va prélever un échantillon, etc., etc. Donc il propose 26 analyses, dont la datation de carbone 14. Et pour la datation de carbone 14, le Sturp préconise de faire un prélèvement sur 4 échantillons, donc à 4 endroits différents, vous les voyez ici, avec au moins 4 laboratoires différents. Donc le Sturp propose ça au Vatican, qui semble accepter, puisque le Sturp connaît très bien la linceul de Turin. Mais coup de théâtre en 87. Le Vatican décide que le Sturp est écarté de toute analyse. Une seule analyse sera faite, ça sera celle au carbone 14. Un seul échantillon sera prélevé, seulement 3 laboratoires seront retenus, et la zone qui fera l'objet de la découpe sera discutée seulement 2 heures avant la découpe elle-même. C'est anti-scientifique au possible. Pourquoi? On y vient. Donc, voilà la zone qui va être découpée. C'est ici. Alors, c'est un échantillon, c'est 1-2 cm de large sur 7 cm de haut, hein, c'est ça. Il faut savoir qu'en 1973, un premier prélèvement, vous voyez ici, a été fait par Gilbert Raes. Donc je parlerai de la zone Raes. Gilbert Raes donc, a prélevé un échantillon en 1973, a analysé cet échantillon, et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que dans son échantillon, il y avait du coton. Pas du coton en surface, comme ça a pu être fait, mais du coton à l'intérieur de son échantillon, à l'intérieur des fils. Comme si le coton avait été tissé, lié avec les fibres de lin. Donc il dit, attention, dans mon échantillon, dans cette zone-là, je trouve du coton. Pendant la découpe, en 1988, donc on est en train de découper, vous voyez, ça c'est une image tirée de la vidéo de la découpe de 88. Le professeur Ricci déclare vouloir éliminer une partie de l'échantillon parce qu'il trouve des fils suspects qui semblent être faits
avoir été introduits pour enfin des fils étrangers au linceul de Turin. Donc il découpe, vous voyez toute cette partie-là, au lieu de la dater, au lieu de l'utiliser, elle n'est pas prise. Parce qu'on se dit, tiens, il y a des fils, on ne sait pas ce que c'est. Bon, on ne va pas les prendre, mais on continue quand même de découper. Donc voici l'échantillon, là. Cette partie-là, donc l'échantillon va être coupé en deux, cette partie-là servira de réserve, qui est actuellement toujours à Turin, et l'autre échantillon sera découpé en trois pour les laboratoires de l'Arizona, Oxford et Zurich. C'est quoi l'échelle à peu près là pour... Bah là, vous avez à peu près 7 cm. C'est très petit. Est-ce 88. que c'est assez pour, Oui. pour avoir Oui, bien sûr. un résultat Oui, par rapport à notre... mais on verra qu'il y a quand même des choses assez étranges. Donc on résume. 73, Gilbert Raes présente la zone Raes présente du coton lié au lin. 88, des fibres d'origine différente ont été assemblées au tissu original. Voici ce que déclare le professeur Reggie pendant qu'il découpe l'échantillon. 1988, pendant l'analyse au carbone 14, le laboratoire d'Oxford déclare « Les fibres individuelles retrouvées sont fines de couleur jaune foncé et semblent être du coton et ont dû être utilisées dans le passé pour une réparation. » Donc on est en train d'analyser l'échantillon, on trouve du coton, on dit que ça a certainement été rajouté exprès, mais on continue quand même l'analyse. L'analyse se déroule, alors elle est faite dans les plus grands respects de la science au niveau de la datation. Il ne faut pas remettre en cause la datation elle-même. Donc la procédure standard, on décontamine les échantillons, alors on ne les a pas analysés, on fait que les décontaminer. D'accord ? Tout est fait sous surveillance vidéo. Il y a des experts textiles qui connaissent assez mal le linceul, mais qui décident de découper 2 heures avant l'endroit où ça doit se faire, etc., etc. Mais la datation se fait dans les règles de l'art. Ça, on ne peut pas le nier. Vous connaissez les résultats. Le linceul est un faux médiéval, puisque l'échantillon daté date de 1260 à 1390. Mais dès 1988, à l'annonce des résultats même, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Donc là, j'ai refait un résumé. En 88 toujours, donc on donne aux journalistes donc, les résultats, et dans ces résultats, le laboratoire d'Oxford déclare « Oxford remercie le professeur Sass pour l'examen et l'identification du coton trouvé sur l'échantillon du linceul. » 1988, toujours. Donc, sur ça, à peu près, il y a l'échantillon date entre 1260 et 1390. Donc il y a une différence de datation quand même, qui n'est pas négligeable. Sur quelques centimètres, on a pratiquement 150 ans de différence. Il y a 95% de chances que cette différence ne provient pas d'une imprécision des appareils. Donc on est quasiment sûr que cette différence, ça ne vient pas des appareils. Si ça ne vient pas des appareils, de quoi ça vient, cette différence? On peut se poser la question. En 2008, le laboratoire de l'Arizona avait gardé un petit bout d'échantillon et il déclare « La majeure partie des fibres contenues dans l'échantillon sont des fibres de lin. » La majeure partie. Donc le reste, c'est quoi? En 2011, Timothy Joule, qui fait partie du laboratoire de l'Arizona, déclare « Un tel niveau, c'est mauvais. Normalement, avec un tel résultat, je refais les mesures. » Il est clair qu'il y a eu un problème en 1988. On est en 2011. Pourquoi il dit ça? Parce que justement, en 2000, au début des années 2000, Raymond Rogers, qui lui, il faut bien le préciser, Raymond Rogers acceptait la datation. Pour lui, linceul de Turin, c'était un faux du Moyen-Âge. Il n'y avait pas de problème. Mais il avait en sa possession quelques fils, puisqu'il faisait partie du STURP, du linceul. Et il décide de les analyser, parce qu'il y avait une théorie qui traînait sur Internet. Il s'est dit, moi, cette théorie, en 5 minutes, je la balaye. Donc, je vais analyser tout ça, ça va me prendre 10 minutes, et puis voilà, cette théorie, on va la mettre à la poubelle. Sauf que,